J'avais un des garçons sur moi que Naomi avait adopté. C'était Mao, notre plus vieux. Et il était comme pris dans ma chair. Il ne voulait pas me laisser. Et quand j'ai dû presque le déchirer de mon corps, on a pleuré. Et après ça, je crois qu'Anna et moi, on a pleuré pendant des semaines et des semaines. Quelle misère humaine là-dessous. Mais ça, personne ne s'en occupe. Personne ne dénonce cette misère humaine qui continue à sévir au Cambodge. Ce jeune homme au volant se nomme Kim Routier Filion, 37 ans. S'il semble soucieux, c'est que le rendez-vous qu'il a aujourd'hui va le replonger dans une partie douloureuse de son passé, de son histoire. Une histoire à demi écrite et qu'il tente de reconstruire. Ce passé, c'est Phnom Penh, au Cambodge, l'année 1975. L'armée des Khmers rouges prend le pouvoir après des années de guerre civile. Les Khmers rouges vont transformer cette victoire en un génocide qui frappe plus de 2 millions de morts, près du quart de la population. Des milliers d'enfants y perdirent la vie, d'autres survécurent par miracle. C'est le cas de Kim, qui vivait avec une cinquantaine d'autres enfants dans un orphelinat de Phnom Penh. Un orphelinat créé par Naomi Bronstein et que dirigent alors deux jeunes Québécoises, Anna et Héloïse Charret. Au péril de leur vie, elles vont réussir à sauver ces enfants d'une mort certaine. Et ce sont ces deux femmes qu'ils retrouvent aujourd'hui, à la résidence de leur mère à Montebello, pour démarrer une aventure qui va les ramener bientôt au Cambodge, près de 40 ans plus tard. C'est donc bien beau ici. Ben oui, c'est notre petit coin. Mais avant d'entreprendre ce long voyage, le goût d'un dernier regard sur les traces de ce passé, sur ces photos qu'on avait rangées et peut-être un peu oubliées. C'est toutes nos photos du début de l'orphelinat, mais au tout début, on était dans l'hôtel. Et c'est... C'est toi, ça? Oui, oui. On était pas mal cute et très jeunes. Ben oui, je vois ça. Moi, 23, Anna, 21. Et ça, c'est... tout le monde vient de l'orphelinat de l'État. Et il y avait une chambre dans cet orphelinat où ils mettaient tous les enfants malades. Et ils fermaient la porte. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est de vider cette chambre et d'amener tout le monde à l'hôtel. Dans cette chambre, on voyait les fourmis en train de manger les yeux, dans la bouche, en train de manger le tissu. Et... Dans cette chambre-là, les enfants étaient laissés... Pour mourir, ils ne savaient plus quoi faire. Il n'y avait pas beaucoup de facilité. Et dans le tiers-monde, comme la diarrhée peut tuer un enfant dans 2-3 jours. Oh, mignon, adorable. Parmi ces photos, Kim remarque celle qu'il avait fait parvenir aux sœurs Charret lorsqu'il les a retrouvées il y a quelques années. Puis, regarde qu'est-ce que j'avais écrit quand je vous ai envoyé ça. Vous m'avez mis au monde, vous m'avez amené à la vie. Je vous serai éternellement reconnaissant. Infiniment merci. Je suis privilégié d'être vivant aujourd'hui. Ma vie s'était déroulée au Cambodge, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Et puis, qui plus est, si Anna et Héloïse Charret ne s'étaient pas tenues debout envers et contre tous, de dire jamais sans nos enfants, nous quitterons le Cambodge, c'est sûr et certain que je suis pas là. Comme 54 autres frères et sœurs. Quant à ses parents biologiques, qu'il n'a jamais connus, Kim espère que ce voyage apportera des réponses à certains de ses doutes. Je me suis dit que mes parents biologiques étaient décédés. C'est ça que je me suis dit en grandissant. Donc, j'ai pas d'attente envers ça, puis je m'en suis jamais vraiment créé. Mais il reste quand même un tout petit bout qui dit, ben, peut-être pas. T'sais, un tiers de la population a été tuée.
C'est énorme. 2 millions sur 6. 2 millions sur 6 millions de population qui ont disparu dans le génocide. Fait que moi, je me disais, ben écoute, les chances que je retrouve mes parents biologiques sont pratiquement nulles. Et puis ensuite, en plus, que j'ai comme seule information mon nom à la naissance, Mana Fatsan. C'est tout. J'ai rien d'autre. J'ai pas le nom de ma mère biologique, là. Donc, c'est comme, ben, bonne chance, Kim. T'sais. Il y a aussi pour Kim une autre barrière, celle de la langue. Je sais que je parle pas cambodgien, mais j'ai quelques mots. Ça va être bizarre un peu, que j'ai l'air d'un Cambodgien, que j'ai l'apparence physique d'un Cambodgien, mais que je sache pas parler la langue. Ça risque de me gêner un peu. En même temps, je vais apprendre les quelques mots qui disent, qui expliquent que je suis cambodgien, mais j'ai été adopté à 3 mois. Et c'est pourquoi je parle pas de manière adéquate le cambodgien. Pour les sœurs Charret, le souvenir de l'orphelinat et du Cambodge les ont suivis tout au long de leur vie. Et aujourd'hui, l'approche de ce voyage de retour refont ressurgir ces émotions. Je vois beaucoup de moments en train de danser avec les enfants, les plus vieux, ou caresser un nouveau-né dans un coin, ou bercer un enfant, ou prendre une marche avec un enfant. Je crois que le plus dur pour nous, c'était quitter le Cambodge définitivement. C'était un pays qu'on voulait rester. De penser qu'ils ont passé à travers des temps si difficiles, ça m'a beaucoup brisé le cœur à travers les années. Pour moi, c'est un miracle de retourner aujourd'hui. Je me suis rendue au point que j'ai pensé que je ne serais jamais capable de retourner. Parce qu'on a été coupé de la communication avec tous nos enfants. Et je voulais qu'ils connaissent l'histoire parce que c'est une histoire extraordinaire. Et c'est cette histoire, cette quête, qui prend finalement aujourd'hui son envol, et ce, après tant d'années. On est bon. Là, on achemine sur la route vers l'orphelinat qu'on prenait pas mal souvent. Et le nom dans ce temps-là, c'était Prachiati Pattaya. Même si Phnom Penh a énormément changé depuis 1975, les sœurs Charret espèrent secrètement retrouver intact leur quartier, leur orphelinat. Leurs souvenirs des enfants, eux, sont bien vivants. C'est ici? Je crois que c'est ici. Parce que ça c'est notre cocotier, là. C'est... Ouais, commence pas à pleurer. Don't start crying. Don't start. You can get me going, and I'm worse than you. On a attendu 37 ans.
pour cette journée. Pour nous, c'est tellement émotionnel de retourner pour chercher quelque chose. C'est comme chercher ses parents, chercher ses relations dans un pays qui a tellement changé, tellement subi, tu sais. Pendant quelques minutes, le doute s'installe. Est-ce le bon endroit? Ça se peut, Anna. C'est possible. Le building ici, est-ce que ça paraît pareil, le bleu ici? Pas exactement, non. Non, ouais. C'est pour les autos. Restent les photos de l'orphelinat pour se repérer. Et tu vois, quand on rentrait dans l'orphelinat, il y avait de la verdure, il y avait des arbres comme cet arbre ici. C'était cette sorte d'arbre, mais c'est juste quand on rentrait à travers la clôture, on voyait la maison. Si on peut rentrer, leur demander si on peut regarder à l'intérieur. C'est en entrant dans le jardin du restaurant qu'Anna et Héloïse comprennent qu'elles sont bel et bien au bon endroit, dans leur orphelinat. Pour Kim, toutefois, c'est autre chose. J'aurais aimé que l'orphelinat soit ici, vous le montrer, c'est là. Mais ce n'est pas le cas. Même si la bâtisse n'existe plus aujourd'hui, son empreinte reste bien gravée dans la mémoire d'Héloïse. Notre maison, c'est une maison khmer. Et parce que c'était sur pilotis. Et notre bureau était en bas à gauche et la cuisine à droite. Et il y avait un trône en bas qui, pour le roi Sihanouk, puisque c'était la maison pour ses maîtresses. Au début, c'était d'organiser la maison, c'était très délabré. Il y avait des araignées, des rats, il y avait de tout. La nuit, ici, ça explosait dans notre région. Il fallait descendre tous les enfants en bas. On avait un escalier intérieur et on avait arrangé des médicaments ou des choses comme ça pour, en cas d'accident, de blessure avec les roquettes, les bombes. Pendant que les sœurs Charret poursuivent leur visite, Kim sent le besoin de s'isoler pour mettre sur papier les sentiments confus qu'il éprouve. J'étais allé écrire, mais une des choses que j'écrivais, c'était que pourquoi j'ai si peu d'émotions? Je comprends pas. Puis en plus, on est sur le site. Comment ça, qu'est-ce que j'arrive pas à ressentir? Et puis, en parlant avec le propriétaire, il m'expliquait qu'un des endroits que les Khmers rouges ont élu, c'est cette maison-là, l'orphelinat. Donc, ils sont entrés dans la maison, puis ils ont dit on s'installe ici. Donc, pendant 4 ans, sur ce site-là, qui était un lieu d'accueil puis d'amour, ben il y a des couches par-dessus là, d'horreur. En décembre 1974, le premier contact des sœurs Charret avec les orphelins du Cambodge ne se fit pas à l'orphelinat du Canada House, mais démarra plutôt de façon chaotique dans une chambre d'hôtel, celle du légendaire Royal de Phnom Penh, où elles se rendent aujourd'hui. Imaginez, on était dans le temps de la guerre, hein? Et il fallait toujours faire attention. On devait vous mettre vers les portes, plus des fois vers le centre, s'il y avait des explosions en face. Pour se protéger, il y a des gens qui se cachaient dans leurs toilettes, aussi en dessous du lit. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'eau, il n'y avait pas de l'électricité, il faisait tellement chaud. Puis alors, on lavait vos couches dans le bain
et comme ça, on était sur l'étage avec le balcon et on va vous montrer on va te montrer. où on séchait les couches. On séchait nos couches en avant. Alors, on suspendait les couches ici sur le perron en avant et on avait mis une corde à linge aussi. Et le gérant de l'hôtel nous disait, mon Dieu, il ne faut pas mettre ça là, ça détruit notre façade. Puis les gens qui étaient sur notre étage commençaient à se plaigner. Ils entendaient le cri ou le pleur de bébé. Au début, c'était juste Anna et moi. Et oh mon Dieu, on était tellement fatigués la nuit. On essayait de donner les biberons à chaque enfant et tout le monde pleurait en même temps. Et c'était la panique et ils se plaignaient aussi de l'odeur d'urine. Comme ici, ça existait pas. Cette visite les replonge dans l'effervescence qui régnait dans cet hôtel, qui à l'époque était incontournable. On va faire ressembler à l'hôtel. Oui, oui. Ils ont gardé le style quand même. Oui, oui. Oui. C'était l'épicentre de tout ici. Les ambassadeurs venaient manger sur la terrasse. Les ministres, n'importe qui était important venait ici. Et c'est ici que beaucoup d'étrangers se tenaient. L'ambassade de France n'est pas loin. L'hôpital Camet, c'était vraiment un endroit que beaucoup de choses arrivaient. Les Américains et nous autres, avec nos bébés, on descendait avec nos bébés et tout le monde était assis, l'ambassadeur américain, tous ses employés, sa famille aussi. Et ils nous regardaient, on les regardait. C'était ici que les gens étaient observés. Un hôtel qui abritait également tous les correspondants étrangers. On voyait les autos rentrer avec des trous de balles, la vapeur en train d'exploser. Et ils sortaient, on les voyait sur le perron après en train de dire, bon, c'est la journée qu'ils ont bombardé un certain endroit et il y a eu des explosions. Et on les écoutait, puis éventuellement, c'était passé en Europe. Ils prenaient leur film, ils descendaient au bureau de poste et là où tu essaies de sortir le film ou l'aéroport, si quelqu'un partait. Alors, c'était vraiment mouvementé ici. Si tout cela est loin derrière, les sœurs Charret demeurent toujours préoccupées par le sort des orphelins au Cambodge. Le Cambodge, avec ses 15 millions d'habitants, un des pays les plus démunis au monde, se remet avec difficulté des 30 ans de guerre civile qui ont dévasté le tissu économique et social du pays jusqu'en 1998. Selon les chiffres des Nations unies, près d'un Cambodgien sur 4 y a laissé sa vie durant le régime des Khmers rouges. Des centaines de milliers de citoyens ont perdu trace de leurs proches. Et ce sont les enfants qui en ont payé durement le prix, et même encore aujourd'hui. Il existe actuellement près de 250 orphelinats au Cambodge, dont 90% sont privés. Curieusement, bon nombre des enfants qui s'y trouvent aujourd'hui ont leurs parents. S'ils sont ici, c'est en raison du manque de ressources de leur famille et des difficultés pour l'accès à l'éducation. C'est le cas ici à Village Enfants d'Asie, que dirige Mme Kem Kim Lang. Entrez, s'il vous plaît. C'est le dortoir des enfants. Donc, chaque enfant a un lit. Un lit comme ça, il y a... Au cours de cette visite, les sœurs Charret découvrent que leur hôte est une survivante du génocide du régime des Khmers rouges. Son récit va les replonger dans ce pays en guerre qu'elles avaient connu. Le 17 avril 1975, après des combats meurtriers, Phnom Penh tombe aux mains des Khmers rouges.
Dans cette ville en chaos, les Khmers rouges, prétextant une attaque des Américains, vont obliger les résidents de la capitale à quitter rapidement la ville. Ce fut le cas de Madame Kim Lang. Il faut partir, seulement 3 jours, vous pouvez rentrer. Et on a accepté de partir parce qu'on ne voulait pas être bombardé par les Américains. Donc, j'ai parti avec mon fils. Vous voyez, là, il est né le 25 octobre 1974. Et 1975, c'était le 18 avril. Et de très bonne heure, il tapait la porte, il nous fait sortir. Et on ne sortait pas, il donnait le coup de fusil. Leur évacuation à la campagne ne durera pas 3 jours, comme les Khmers rouges l'avaient promis, mais plutôt s'éternisa sous la terreur pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours. Dans le village, dans les rizières, et mon mari est perdu, il a disparu depuis. J'attendais toujours, mais sans revenir depuis. Et en plus de ça, mes parents, je ne sais pas. Je ne savais pas où il était. Mes parents habitaient à Phnom Penh. Moi, j'habitais à Takao. On ne savait pas. Donc, c'était comme ça. J'attendais. J'étais toujours sous le tamarinier, regarder les montagnes. Je priais toujours au Bouddha pour m'aider. Et mon fils, lorsque je partais travailler, il était toujours sur le lit. Toujours sur le lit, avec un kama. J'attachais sa jambe pour qu'il ne tombait pas. Toujours comme ça. En revenant, je voyais mon fils toujours sur le lit. C'est dans le travail auprès des enfants qu'elle va retrouver peu à peu son équilibre et aussi l'espoir d'un lendemain meilleur pour les enfants de son pays. Pendant ce temps, dans la cour, Kim distribue aux enfants quelques souvenirs qu'il avait apportés pour ce voyage. Et dans cette courte visite, il va rapidement s'attacher à un des enfants du centre, le jeune Holland. Hello? Mon frère Holland. Ils sont beaux, hein? Holland, il a perdu ses 2 parents. Mort du VIH. Il est ici avec sa sœur aînée. Ça fait 6 mois. Ce contact avec les orphelins va confirmer Kim dans l'un des objectifs de son retour, celui de retrouver la trace de ses parents biologiques. Cet édifice où se dirige ce matin Kim est le siège social de la Croix-Rouge cambodgienne. C'est là qu'on a mis sur pied, il y a quelques années, un centre de recherche pour aider les Cambodgiens d'ici ou de l'étranger dans leur quête pour retrouver leur famille. The story is I was born here in Phnom Penh in January 6, 1975. Yes. And I was in an orphanage. I was born in a maternity house, and Yes. the day after, I went to Canada House. Yes. And the Canada House was taken care by Anna and Héloïse Charret, 2 ladies from Quebec. And so now I am trying to see if it's possible to find my biological parents. I have my name at birth, Yes. the date of birth, the place, and I have some pictures
I have some pictures of us babies here. Like I am here. This is you? This is me. Okay. And there is 54 other orphan babies also with me. Right, to Can- find... Can we take a look? Yes, why not? Okay, according to this document, your name is Hatsan Hatsan Mana. So Mana. we will have a look together, right? Yes. Okay. Depuis 20 ans, le centre a permis à plus de 5000 personnes de retrouver leur famille. Encore aujourd'hui, une centaine de cas sont résolus chaque année. Ce ne sera toutefois pas le cas pour Kim aujourd'hui. Mais tout n'est pas perdu car il reste, selon la Croix-Rouge, d'autres pistes à explorer. As I told you, your case can be put in the TV announcement as well. With this some picture showing, so we might have some chance. We can say that we might have some chance to, in case that your birth parents are still alive, maybe yes. Il y aurait eu plus d'1 demi-million d'enfants qui ont perdu au moins un parent au Cambodge lors de la guerre civile. Des parents dont la fin fut parfois atroce, comme ici au camp de prisonniers S-21, l'un des nombreux centres de torture créés par les Khmers rouges, où Kim a rejoint Anna et Héloïse. Et bonjour. Ça va? Oui. Et vous Alors- quittez du Cambodge depuis quand? Depuis la fin de mars 1975, juste avant Lom Nol. Oui. Et c'est pourquoi il y avait déjà le génocide en campagne. Il y avait des villages complètement où tout le monde a été tué. Et on avait des enfants qui étaient des survivants de ces massacres. Et nous autres, on avait peur que nos bébés allaient mourir si C'est on vrai. les laissait. C'est vrai. Et c'est pourquoi on a dit on ne laisse pas nos enfants Ah oui. et qu'on sait qu'ils vont mourir. Ils étaient des bébés qui voulaient nourrir tous les jours. Alors, aujourd'hui, quand on est avec un survivant, ça nous donne le courage de dire que, comme maman, on a bien fait Voilà. de sauver nos enfants. Sans sachant qu'il y allait avoir un génocide. Et on est sûr qu'il y a des gens ici qui travaillaient pour nous, c'était comme notre famille. Voilà. Et qu'ils sont peut-être Oui. ici aussi, ils sont morts ici. Dans cet ancien lycée français, 17 000 prisonniers furent interrogés, torturés et exécutés, dont 2000 enfants. Et la mort dans ce camp n'arrivait qu'après de longues souffrances. Ce victime-là, Khmer Rouge utilisait l'appel de militaire. Celle-là, c'est pour taper sa figure, dont ses yeux est là, son nez et la bouche. Là, c'est la poitrine était cassée quand même. Il est facile de tuer parce que les victimes sont attachées, les bras sont attachés au dos, les pieds sont attachés. Donc, bougez jamais. Tout le monde qui vient ici cherche quelqu'un. Certains des employés de l'orphelinat ont-ils terminé leur vie ici? C'est un peu à reculons qu'Anna et Héloïse essaient de reconnaître des visages parmi ces photos. On avait peur pour nos employés parce qu'ils travaillaient pour des étrangères. Et pour nous, c'était notre peur de penser qu'ils seraient venus à telle place à cause de nous. À travers les images, à travers les photos des victimes, je voyais ma mère biologique.
peut-être mon père biologique ont été ici. Ils sont morts ici, dans l'atrocité. C'est ce que je ressens. Mais comment comprendre un tel génocide et les cicatrices qu'il a engendrées dans la société au Cambodge? Ces questions, les sœurs Charest voulaient les poser à celui que l'on considère comme l'un des experts de la question cambodgienne, le père François Ponchaud. Travaillant depuis 40 ans auprès des enfants, il fut l'un des premiers à alerter l'opinion publique internationale des massacres perpétrés par les Khmers rouges. Le régime Khmer Rouge est le summum de la bêtise humaine. Il a été dirigé par des gens qui étaient incapables et qui ont confié le pouvoir à des marginaux dans les sociétés précédentes qui, détenteurs d'une parcelle de pouvoir, l'ont exercé sur les citadins qui leur ont été confiés, donc qui ont tué, qui se sont vengés de toute leur frustration sur les citadins qui, eux, n'y étaient pour rien. Mais où va maintenant la société cambodgienne? Les cicatrices du passé sont-elles fermées? Et les enfants dans tout cela? Pour le père Ponchaud, les enfants cambodgiens continuent trop souvent d'être l'objet de certains marchandages. Les orphelinats sont devenus un peu un business. Alors, c'est-à-dire avec l'appui du gouvernement qui touchait des royalties, il faut bien le dire, ce gouvernement actuel est un gouvernement d'anciens Khmers rouges qui ne recule absolument devant rien pour se faire de l'argent. Donc, pas plus tard qu'il y a quelques années, une de mes amies travaillait de l'autre côté du fleuve de Phnom Penh, donc dans le village de Svay Chom, qui se trouve à 10 km, où un jour, elle voit une femme qui était en pleurs. Elle lui dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Eh bien, voilà, il y a quelqu'un, une Américaine qui est venue, qui m'a demandé de lui vendre son enfant, mon enfant. Alors, elle m'a donné 25 $ et j'ai vendu mon enfant pour 25 $. Et vraiment, je suis très triste parce que je le voudrais bien, cet enfant. Et cet enfant acheté 25 $, il a été revendu au bout du compte à plusieurs milliers de dollars. Mais c'est des escrocs. Et ça, il faudrait qu'il y ait une justice internationale pour mettre ces escrocs en prison et les empêcher de vivre. Je ne comprends pas comment une mère peut vendre son enfant. Je ne comprends pas comment une mère peut vendre ses enfants pour la prostitution. Et pourtant, ça existe quotidiennement. Quelle misère morale, intellectuelle, humaine ça représente. Quelle misère humaine là-dessous. Mais ça, personne ne s'en occupe. Personne ne dénonce cette misère humaine qui continue à sévir au Cambodge alors que les grands qui sont au pouvoir volent et éperdument toutes les ressources économiques du pays. Et eux, personne ne leur dit rien. Quant à l'avenir de la génération de Kim et celle d'aujourd'hui, le père Ponchaud lance un cri d'alarme. La génération des 45-50 ans a vraiment perdu confiance. Comme on dit en cambodgien, batsmat. Leur ressort est cassé. Alors, par exemple, ils ressentent actuellement toutes les injustices qui leur sont faites. C'est pas très différent du temps du régime Khmer Rouge dans les campagnes. Vous savez, c'est à peu près le même régime, la mort en moins. Mais ils n'ont pas le ressort pour se révolter. Quant à la jeunesse, la jeunesse, elle n'est pas éduquée absolument dans aucun domaine. Que ce soit dans le domaine scolaire, c'est une catastrophe. Vous voyez des écoles partout, mais les professeurs n'étant pas payés, ils n'enseignent pas. Mais personne ne dit rien sur la jeunesse cambodgienne qui est actuellement sabotée par les anciens Khmers rouges qui gouvernent le pays. Qui osera dire quelque chose dans une instance internationale sur les Khmers rouges qui gouvernent le pays actuellement? Silence radio.
complet. Au contraire, on les arrose avec des millions de dollars, car ils assurent la sécurité. Ils permettent aux États-Unis, à la Chine, à l'Europe, de commercier gentiment entre eux sur le dos des Cambodgiens. Au Cambodge, malgré les horreurs du passé, la vie tente aujourd'hui peu à peu de reprendre son cours. Comme c'est le cas ici au marché central de Phnom Penh, où en 1975, les sœurs Charest se rendaient régulièrement. C'est ici qu'elles venaient entre autres pour approvisionner l'orphelinat en denrées, une démarche non sans risque à l'époque. On essayait de venir ou bien de bonne heure le matin ou tard le soir. Parce qu'à midi, il y avait toujours des explosions pas mal sévères dans le marché. Et c'était toujours connu. On dirait qu'on pouvait prendre notre montre pour savoir à quelle heure ils allaient attaquer le marché. Et c'était tous des gens pauvres avec tellement peu. C'est en marchant dans ces allées que les sœurs Charest vont avoir l'idée de retourner à l'orphelinat de Mme Kim Long pour préparer un repas comme elle le faisait à l'époque. Une idée aussi parfaite pour Kim, qui avait accepté lors de sa première visite un nouveau défi avec les enfants, celui de les préparer pour un match de rugby. Ça va été? C'est notre deuxième visite à l'orphelinat parce que quand j'étais dans la salle, là, on me disait « Hey, Kim, on a un gros match de rugby. C'est samedi que ça en vient. » Puis là, je leur avais expliqué aussi que je suis entraîneur de soccer là, à Montréal. Et puis, là, ils disaient « Ah, ben tu pourrais venir être entraîneur de rugby pour nous à notre match. » Puis je dis « Ah, ça pourrait être vraiment le fun. » Ben, je connais pas le rugby, là, mais assistant, disons. Et puis là, c'est ça. On a fait en sorte qu'on se retrouve ici aujourd'hui. C'est là qu'on s'en va tantôt. Mais avant de partir, les enfants avaient préparé une surprise pour Kim. Des dessins, comme souvenir de son passage à l'orphelinat. Tu sais, des enfants, là, mes enfants, des enfants en Occident, la fête des pères, la fête des mères, puis n'importe quand, ils font des dessins pour leurs parents. Papa, je t'aime, maman, je t'aime, puis... Ces enfants-là ne peuvent pas faire ça. Ici. Les enfants orphelins. Ah! Et puis là-bas, pour le match, est-ce qu'ils ont un chandail? Oui, il y en a. Oui? Oui. C'est contre avec une autre association. OK. Oui. On montre comment on doit faire et ils font pareil. Moi, je te dirais... OK. Tu vas par... comme ça. Et... Pendant ce temps, à l'orphelinat, les sœurs Charest mettent la dernière touche au repas qu'elles ont préparé avec le personnel. Pas trop chaud, ça va. Ça va correct ici. On a cuisiné, toutes les femmes ont travaillé ensemble. Et c'était vraiment intéressant. On a placoté, même si on ne se comprenait pas. Et tout... Vous avez tout marché ou...
Oh, tout le monde a travaillé ensemble, même la recette, on l'a fait ensemble. Et premièrement, il y avait des légumes que j'ai achetés qu'ils ne connaissaient pas. Ils trouvaient ça étrange. Alors, j'ai fait un repas un peu... des choses un peu différentes. On appelait ça le Canaboge. Un repas entre Canada et le Cambodge. Hein? Alors, pour nous, c'est... Je sais que les enfants ont faim. Ah! C'est un joie incroyable. Et de montrer à notre Kim comment on peut s'attacher tellement facilement à des enfants. C'est dur à partir, encore une fois. Cette atmosphère avec les enfants autour de la table va les replonger dans le passé, dans leur dernière semaine au Cambodge. Héloïse se souvient de leur détermination pour rester avec les enfants, alors que les combats se rapprochent de la ville. Elle se rappelle l'entrevue qu'elle avait accordée à un journaliste américain de l'émission de Walter Cronkite à CBS. These tiny children are some of the luckier victims of the war. They are among 35 babies being cared for in a unique orphanage set up recently in Phnom Penh by a pair of determined young Canadian girls. Both girls are determined to stay. You have been asked to leave, no? Yes. But you don't want to leave? No, I can't, you know. I just couldn't leave them because I feel that my life is worth as much as theirs. And if I left them, I would just leave something right in the middle when it's really important to me. I would be abandoning them, and they've already been abandoned too many times. Alors, on est devenu célèbre du côté international. Et même quand l'ambassadeur anglais est arrivé, il nous a dit « Bon, je vous ai vu sur le Walter Cronkite ». Et là même avec ma mère, elle avait mis la télévision une soirée et elle nous voit en train d'être interviewée. Et elle était tellement inquiète qu'elle a dit « Mon Dieu, ils vont pas partir. Il faut que j'y aille ». Partir sans nos enfants, c'était... On pensait même pas, même avec l'ambassadeur qui nous suppliait, qui arrêtait chez nous parler. On restait. La réalité va toutefois les rattraper. Les pressions des ambassades et les requêtes qui se multiplient les amènent à préparer un plan pour s'enfuir du Cambodge avec les enfants pour rejoindre le Vietnam. Différents scénarios sont alors envisagés. On a commencé à planifier notre départ et quoi porter. Et l'affaire, c'est qu'on a dit, bon, on va descendre sur un bateau. C'est le seul moyen qu'on pouvait espérer de survivre. Mais c'était vraiment difficile parce qu'il y avait des Khmers rouges le long du Mekong, du Bassac, partout. Alors, on pensait peut-être se dissimuler durant la nuit. On allait faire n'importe quoi possible pour sauver les enfants. Ce scénario sera finalement écarté, car la mère des sœurs Charret, récemment arrivée au Vietnam, a trouvé un pilote qui accepte cette mission périlleuse d'aller les chercher au Cambodge. Et c'était avec l'aide de tous nos employés qu'on a réussi à mettre les enfants dans les bassinets et puis les poser dans un grand camion qu'on avait emprunté. Notre chauffeur était en communication avec l'avion et on a commencé à voir l'avion atterrir. Et on n'était pas trop sûr que si ma mère était là-dessus ou non. Mais l'avion a atterri, puis on arrivait. Et de là, on avait hâte de mettre les enfants sur l'avion. Il y avait des hommes militaires autour de nous qui nous ont aidés. Et on a vu notre mère. Et on a commencé à pleurer. C'était difficile. Quand la porte s'est fermée, on s'est dit, tu sais,
On va revenir un jour. C'est pas fini, on va revenir un jour. À Saïgon, les enfants et les sœurs Charret se retrouvent dans une grande maison qu'elles ont louée. Toutefois, en avril 1975, le Vietnam du Sud est en train de perdre la guerre contre les Viet Cong. Les jours sont comptés. Tu voyais qu'on était sur le point de non-retour. Et les gens descendaient du nord à part des milliers, 100 000, probablement 1 million. Toutes les routes étaient couvertes. Premièrement, on voyait l'arrivée des soldats et les soldats blessés et toutes sortes de soldats qui couraient devant les villageois, qui couraient aussi à cause des roquettes, des bombes, des fusils qui éclataient constamment. Mais la panique du jour au lendemain devenait de plus en plus sérieux. Des gens étaient à l'aéroport par des milliers et ils couraient pour n'importe quel avion sans même savoir si c'était leur avion. Et en courant, ils tuaient des gens autour d'eux. Tout le monde était avait tellement peur de cette finalité de la guerre. Tout le monde est maintenant convaincu qu'il faut trouver une façon de quitter le Vietnam le plus rapidement possible. Un espoir se présente au moment où les Américains procèdent à une vaste opération d'évacuation d'orphelins. Nom de code de l'opération, Baby Lift. Pendant un instant, les sœurs Charret pensent pouvoir embarquer leurs enfants cambodgiens. Mais à la dernière minute, on leur annonce que les avions sont réservés aux Vietnamiens seulement. Malgré leur déception, elles vont aider un groupe d'orphelins vietnamiens qu'elles connaissent à embarquer. Mais c'était le premier avion qu'on avait le droit d'embarquer les enfants. Et comme ça, on essayait de mettre autant d'enfants que possible. Alors, on s'est tous souhaités, on se revoit en Amérique, prenez soin, on vous aime. C'était un moment comme tout le reste du monde à Saigon et les familles divisées. On allait se revoir. Cette joie, toutefois, céderait la place à l'horreur quelques minutes plus tard, alors que l'avion s'écrase peu après son décollage. 150 des 311 enfants qui étaient à bord trouvent la mort. Cet accident va cependant émouvoir la communauté internationale, dont le Canada, qui décide finalement d'agir. À ce moment-là, notre attaché d'affaires, Ernest Hébert, qui était là, a dit « Bon, le gouvernement canadien envoie 2 Hercules pour venir vous chercher. » Les avions canadiens ramènent finalement sains et saufs les sœurs Charret et leur 50aine d'orphelins. Ce 10 avril 1975, à leur arrivée à Montréal, à l'ancien aéroport de Dorval, les bébés sont aussitôt remis aux parents adoptifs, à qui on avait promis ses enfants. Pour les sœurs Charret, c'est une coupure drastique qui va les marquer pour la vie. On est sortis de l'avion à Montréal. C'était pour nous le moment de coupure et on avait beaucoup de difficultés. On a arrangé des petits bracelets autour des chevilles de chaque enfant, des bracelets avec des petites cloches du Cambodge, et pour toujours entendre le bébé. Et comme ça, les bébés ont commencé à sortir. Et finalement, à la fin, aux derniers enfants, on est sortis nous-mêmes. Et c'était très difficile. C'était très difficile de faire face aux journalistes. On voulait parler à tous les parents pour leur donner l'histoire de leur enfant. Mais on nous a dit qu'il ne faut pas parler aux journalistes, il faut se taire. On se sentait vide. Mais j'avais un des garçons sur moi que Naomi avait adopté, c'était Mao, notre plus vieux. Et il était comme pris dans ma chair. Il ne voulait pas me laisser. Et quand j'ai dû presque le déchirer de mon corps, on a pleuré. Et après ça, je crois qu'Anna et moi,
On a pleuré pendant des semaines et des semaines. On n'était pas habitué à traiter comme ça. On pensait autrement, qu'on allait voir nos enfants, qu'on aurait toujours une communication, qu'on aurait leur adresse, etc. Mais c'est jamais arrivé, c'est ça. Il aura fallu au destin une trentaine d'années pour que peu à peu les enfants adoptés comme Kim, ou comme c'est le cas aujourd'hui pour Pamela Lodge, retrouvent Anna et Héloïse. Ces deux jeunes femmes qui, en 1975, malgré la guerre, respectèrent leur promesse de ne jamais partir du Cambodge sans leurs enfants.